Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, je vous vois tout souriant. J'ai lu votre livre, Le hareng de Bismarck, c'est le titre de ce livre publié chez Plomb. Votre livre qui sort demain, 7 mai. Nous sommes le 6 mai, nous allons d'ailleurs parler des 3 ans de présidence de François Hollande. Oui. Le hareng de Bismarck, sous-entendu, sous-titre, le poison allemand. C'est un pamphlet. L'Europe va sombrer dans la violence, prédisez-vous, vous allez nous en parler. Et je peux vous dire que ça déménage. Hein. Je peux le dire aux auditeurs et aux téléspectateurs. Il vous a plu au moins, vous avez passé un bon moment en me lisant. Il m'a plu, je conteste certaines choses peut-être. Néanmoins, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre, c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon, Robert Ménard et ses listes. En fait, des listes d'élèves des écoles de Béziers, en fonction du prénom, il serait de confession musulmane ou autre. Et il a donné un chiffre de 60 et quelques % d'élèves de confession musulmane à partir des prénoms. Qu'est-ce que vous dites ce matin? C'est quoi? C'est la théorie du grand remplacement? Je suis horrifié, parce que comment en France a-t-on pu en arriver là, à ce qu'un élu local se sente assez tranquille pour faire des statistiques ethniques, c'est-à-dire compter les gens d'après ce qu'ils croient être leur religion. Naturellement, ça n'a aucune valeur scientifique, vous le savez comme moi. Aussi bien en regardant les cartes d'identité de la majorité des Français, on y verrait des naissances à l'étranger ou des ancêtres étrangers. Et déjà rien que ça montre la difficulté qu'on aurait à situer des gens par rapport à une géographie. Moi je suis un maghrébin européen, je suis né à Tanger et ma famille vient d'Algérie. Bien, mais après par la religion, c'est abominable. C'est la grande victoire de la grande révolution de 1789, c'est d'avoir considéré qu'on ne se battrait plus pour des histoires de religion et que la religion serait dans la sphère privée, elle serait respectée, le culte serait respecté. C'est affreux et maintenant des enfants, on en est à ficher les enfants. Ces gens sont devenus fous et il faut naturellement durement réprimer l'attitude de M. Ménard. C'est-à-dire durement réprimer. Je suis partisan du fait, comme la loi le permet, que le gouvernement démette M. Ménard de ses fonctions. Il y a des choses qui sont absolument et totalement interdites en France. La République n'est pas un régime neutre. Ce n'est pas un règlement intérieur comme un autre. Connaître l'origine des enfants. Connaître l'origine des enfants. M. Bourdin? Je comprends. Je comprends votre question, mais quelle origine? Parce que Robert Ménard dit, moi je veux en savoir plus sur les enfants qui fréquentent les classes de Béziers pour pouvoir rééquilibrer les choses et améliorer le système scolaire à Béziers. Mais c'est un mensonge honteux. Il va rééquilibrer quoi? Les origines de quoi? Ça n'est pas parce que vous êtes musulman que vous n'êtes pas français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des millions de nos compatriotes qui sont musulmans, d'autres qui sont catholiques, d'autres qui sont juifs. Les religions, c'est une affaire qui concerne le secret du cœur de chacun. Qu'est-ce que ça va faire? Il va trier les gosses comment, cet homme? Il va leur imposer quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas d'origine. La seule origine que nous avons, c'est d'être des êtres humains. C'est notre père et notre mère qui nous engendrent. Point. Le reste, c'est des histoires circonstancielles qui ont leur importance, leur dignité, mais nous sommes d'abord semblables. Et la République française proclame, elle est née de ça, nous sommes semblables. Il n'y a pas de différence qui justifie que l'on ait un statut différent l'un par rapport à l'autre, uniquement nos mérites. C'est écrit comme ça, nos mérites. Quand on est bon, on avance. Quand on est mauvais, on reste sur place et les autres essayent de l'entraîner. Et les statistiques ethniques, vous êtes favorable ou pas? Jamais. C'est une honte. Il ne faut pas accepter ça. On ne doit pas accepter de trier les Français. C'est toujours... Vous savez, les statistiques ethniques, ça sonne comme de la science. Vous savez, au 19e siècle, c'est pareil. On étudiait le physique des gens. Ah, un grand nez, ça veut dire ça. Un grand menton, ça. Vous savez ce qu'on faisait? On coupait la tête des vaincus, notamment, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Et puis, à Paris, on examinait ça, on mesurait, on disait, ah, vous voyez, c'est un rebelle parce qu'il a un gros front. C'est l'apparence de la science. Les êtres humains ne sont jamais enfermés dans ce type d'apparence. Les êtres humains sont tout entier dans leur manière de se vivre et de se penser les uns par rapport aux autres. Les statistiques ethniques, c'est de la fumisterie. Ce n'est pas scientifique, ça n'a aucune valeur et ça ne sert à rien, sinon qu'à ficher les gens et à les mettre dans des catégories. Parce que, M. Bourdin, c'est moi qui vais décider dans quelle catégorie vous êtes. D'accord? C'est comme ça. J'ai connu des amis dans des pays de gauche, en plus, où il y a des statistiques ethniques à cause des Indiens. Et alors, je parlais avec mes amis, je leur dis, mais t'es quoi, toi? Du diable s'il en savait quelque chose. Il était tout métissé et puis il s'en fichait en réalité. Alors il me dit oui, ben moi j'ai mis au hasard parce que j'aime bien telle tribu, je me suis classé indien. Je lui dis mais c'est grotesque, ils font des statistiques scientifiques. Lui-même riait. Alors ce que je veux vous dire, c'est que ce sont les autres qui vous mettent
dans une place, dans une case qui vous assigne. Moi, je ne suis pas blanc, monsieur Bourdin, écoutez-moi bien. Je suis noir, juif, homosexuel, borgne, ça vous va ? Voilà, j'ai décidé que c'était ça ma catégorie. C'est absurde, vous le voyez bien. Et au nom de quoi me diriez-vous, vous, ce que je dois être ? Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un défenseur attentif de la laïcité. Deux événements, puis je vais passer à autre chose. Oui, parce que c'est l'histoire triste, de ce collège, cette collégienne de 14 ans qui est arrivée dans son collège avec une jupe longue, on lui a dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Et deux, à Ploërmel, la statue de Jean-Paul II que l'on doit démonter. Vous en pensez quoi? C'est de l'intégrisme laïque, tout ça? C'est de l'intégrisme laïque, tout ça? Oui, l'intégrisme laïque, je connais. Mais comment ça existe, l'intégrisme laïque? Non, c'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, ça n'est pas compatible, l'intégrisme et la laïcité. La laïcité, mais arrêtez de faire des histoires. Comment soit réduit dans ce grand pays à discuter d'histoires pareilles, la longueur d'une jupe, une statue de je sais pas quoi, qu'on a sans doute des bonnes raisons de... Oui, bon, va. De démonter. Oh, les fanatiques sont de tous les côtés, mais attendez, là, je ne connais pas l'histoire de la statue, je ne veux pas me prononcer. Mais les crèches dans les mairies, je ne sais quoi. Enfin, ça va, quoi. On est un grand pays, on a autre chose à faire et à discuter. Vous accepteriez, vous, cette jeune fille avec cette robe longue? Je ne sais pas, je suis pas dans le collège. Ça m'ennuie, je suis pas le prof, j'ai pas envie de les flétrir. Maintenant, j'ai envie de dire de loin, écoutez, vous allez les gars, la robe, on s'en fout. La longueur, c'est pas le sujet. La longueur d'une robe, ça dépend des modes. On a connu les moments où il y avait des crinolines, des machins comme ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça la mode chez les jeunes filles? Là où ça va plus, c'est quand on affiche des signes ostentatoires de la religion à l'école. Mais d'être mal sapé, ça arrive à tout le monde. Ou d'avoir mauvais goût. Peut-être qu'elle a très bon goût, cette jeune fille. Mais les signes ostentatoires religieux, vous les connaissez. C'est les crucifix gros comme ça, les kippas sur la tête, les foulards, etc. Ça va pas à l'école, pas chez les mineurs. Et on dit aux gens respectueusement. Aux gamins, on leur apprend le respect de la religion. Alors on leur dit, tu vois, tu as le droit de chérir ton Dieu dans ton cœur et de te conformer à ses prescriptions. Déjà, commence par être poli. Deuxièmement, respecte les autres, parce que c'est dans toutes les religions. Et ici, comme il y en a qui ne savent pas, on ne porte pas notre signe religieux. Et c'est pour ça, par respect pour les autres, pas pour t'embêter toi, par respect pour les autres. Ça, n'importe quel gosse le comprend. Et il ne voit pas de contradiction entre cette injonction du règlement et l'amour de Dieu. Jean-Luc Mélenchon, quelques mots sur le Front National. C'est le folklore qui continue. Qu'est-ce que vous feriez? Farce et attrape, Ah bon? C'est-à-dire d'abord, on va remercier. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marine Le Pen? Vous imaginez? Pas à sa place, ça ne m'intéresse pas, c'est un groupe. Moi, je me souviens quand vous étiez face à face ici même. Oui, c'est vous qui avez organisé ça, c'est génial. C'est la plus belle émission que j'ai faite avec elle. Peut-être, mais... on a pu parler, là. Oui, on a pu parler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Mais rien, vous auriez banni Le Pen? Non, mais je ne suis pas à sa place. Si j'étais à la place à laquelle j'ai aspiré un temps, il y a longtemps, je les aurais interdits. Il y a 20 ans, tout simplement. Parce qu'un parti que j'ai qualifié une fois de fasciste, ce n'est pas un excès ni une injure, le tribunal l'a reconnu. Bon, donc c'est un parti fasciste. J'ai dit que notre pays ne voudrait pas d'un fasciste. Ils en ont toutes les caractéristiques. Marine Le Pen est une fasciste. Non, allez, Bourdin, commencez pas à mettre 3 coups de soupe pour provoquer une histoire. Mais vous m'avez posé une première question. Suis-je à la place de Marine Le Pen? Non. Qu'est-ce que je dis à Madame Le Pen? Je dis que Madame Le Pen, quand même, je peux me marrer un peu avec le sourire, je dis, mais elle nous aura quand même débarrassé de ce vieux facho. Alors, rien que pour ça, on devrait lui donner une médaille en chocolat. Et on va lui dire maintenant, continuez le travail, madame. Foutez dehors tous les fachos qu'il y a dans votre organisation. Alors évidemment, il ne resterait plus personne, donc elle ne le fera pas. Mais le fond de l'affaire, c'est que Madame Le Pen veut être une espèce d'UMP bis, un peu plus, qui donne des gifles aux Arabes et qui, voilà, c'est ça leur fond de commerce. Donc, vous voulez que je m'intéresse au démêlé d'un truc pareil? Non, ça m'intéresse pas. Ça se termine par une histoire pareille à Béziers. Béziers, c'est pas que Ménard, heureusement pour Béziers. C'est une terre de liberté. Ils doivent avoir honte là-bas à Béziers, parce qu'ils doivent être mal de se voir regardés sous l'angle de Ménard et combien d'autres petites localités de France. Bon, je dis aux gens, ça va, on a compris maintenant. Arrêtez de pousser ces gens-là, ils sont dingues. Ils vont nous trier et ils vont nous amener à la guerre civile. Alors, Madame Le Pen, là-dedans, elle est comme les autres. Elle essaye de renouveler le fonds de commerce, voilà tout. 3 ans, François Hollande aujourd'hui, le bilan? Totalement négatif. Voilà. Ça arrive. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ce qu'a fait François Hollande depuis qu'il est président? Non. Rien. J'avais une chose que je trouvais bien qui était le mariage pour tous, parce que c'est une liberté. Mais enfin,
Bon, cette liberté, elle a été partagée par des gens très nombreux dans ce pays. Les autres n'étaient pas d'accord, donc c'est un sujet qui reste... Mais du point de vue d'un homme de gauche, c'est une liberté de plus. Je me disais, au moins, le PS reste quand même un parti attaché aux libertés. Là-dessus, ils font voter une loi sur le renseignement qui est pire que celle des États-Unis. Donc, même pour ça, ils sont bons à rien. C'est-à-dire bons seulement à faire quelque chose que je désapprouve absolument. Mais moi, je ne veux même plus polémiquer avec eux. Ils ne m'intéressent pas. Ils ont disparu du paysage, on sait ce qu'ils sont, maintenant tout le monde a compris, je suis passé à autre chose. Quelque chose qui essaye de dire, écoutez, on peut faire autrement. La grande idée que nous incarnons dans le temps, qui est l'idée de gauche, et d'une France républicaine forte et rayonnante, nous pouvons l'incarner. Moi j'essaye. Bien, Jean-Luc Mélenchon, le hareng de Bismarck. Je disais c'est un pamphlet, mais je peux vous dire que... Parce que tout à l'heure vous parliez de la France divisée, de la France déchirée en guerre civile, mais vous nous faites presque entrer en guerre contre l'Allemagne, dis-moi, à travers ce pamphlet. Parce que je vais lire. Non, tu vas lire 3 phrases dans un bouquin de 140. L'Allemagne est rendue aux brutalités, chantage et punitions pour ceux qui n'obéissent pas au doigt et à l'œil, au nouvel ordre des choses qu'elle est parvenue à imposer. Et j'ouvre le livre. C'est souvent sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles plaies. Ça veut dire de nouvelles plaies. Il avait été promis de faire l'Europe sans défaire la France. Les deux sont en train d'être dissoutes dans un potage nauséabond, cuisiné en Allemagne, mijotent dans la même marmite. La cupidité, un futur borné par le vieillissement, la volonté de puissance et la loi effrayante de devoir faire le bonheur des autres malgré eux. Mais dites-moi, vous êtes terrible avec l'Allemagne. Un danger, ce poison allemand? Alors bon, on va commencer d'abord par se mettre à l'aise sur un point. Je n'ai pas l'intention de déclarer la guerre à l'Allemagne. Bon, ben oui, si je suis le président de ce pays un jour. Bon, donc déjà on va mettre ça de côté. On a le droit dans ce pays d'être décomplexé par rapport à l'Allemagne. Les Français, on leur a tellement tapé sur la tête que maintenant ils marchent tout le temps en baissant les yeux. Pas moi. Voilà. L'Allemagne ne m'impressionne pas. Le modèle allemand qu'on nous a vanté sur tous les tons est une fumisterie, une escroquerie et conduit l'Europe entière à la catastrophe. Pourquoi? La population qui dirige l'Allemagne, CDU-CSU, le parti de droite conservateur, qui lui fait la politique de son électorat. Qui sont ses électeurs? Des rentiers, c'est-à-dire des gens qui ont acquis une retraite par capitalisation, vous comprenez, il n'y a rien de méchant là-dedans. Ils veulent beaucoup de dividendes et moins de salaire, puisqu'il faut payer leur pension, et un euro fort pour pouvoir acheter les marchandises qui viennent de l'extérieur. Voilà maintenant nos amis allemands partis avec ça, qui disent « Ah oui, mais ça c'est de l'économie, on n'y touche pas, on sépare l'économie de la politique. Ne vous mêlez pas d'économie, disent-ils. Hein, ça c'est l'ordo-libéralisme. Et les voix en mouvement, comme ils font d'habitude. Alors ils ont commencé par eux-mêmes d'ailleurs, parce que les premières victimes de ce système-là, c'est eux. C'est 13 millions de pauvres chez eux, c'est des millions de gens condamnés au travail forcé à 1 euro de différence par rapport aux minima sociaux, etc., etc., etc. Tout ça pour satisfaire une toute petite partie de la population. Mais je vous mets en garde. Je suis un lanceur d'alerte. Cette violence-là ne sera pas supportée. Et le bazar est déjà commencé dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, vous avez des poussées d'extrême droite. Mais dites-moi, c'est dangereux. Vous dites un monstre est né sous nos yeux. Oui, c'est un monstre. Oui. L'Allemagne est un monstre. Mais pas l'Allemagne, ça veut rien dire. Il y a des Allemands, des petits, des grands, il y a des ouvriers. Mais vous avez vu comment les travailleurs allemands... Le gouvernement allemand. Oui, le gouvernement allemand est un monstre. Oui. Quand on décide de couper la monnaie à Chypre, avec les encouragements du gouvernement allemand qui le demande, c'est un acte de guerre. Lorsqu'on humilie la Grèce, qu'on fait de réunion en réunion pour les prendre à la gorge, leur refuser les crédits, leur couper les liquidités, quand on est soi-même corrompu, comme ils l'ont été, au premier plan où ils ont exigé des sacrifices des Grecs, en même temps qu'ils l'exigeaient, ils exigeaient qu'ils leur achètent des sous-marins et qu'ils achètent différentes choses à l'Allemagne. Donc j'estime que c'est une attitude immorale, que la violence de M. Schauble, qui ose dire à des Français que les Français rêvent que quelqu'un force leur Parlement, ce monsieur-là se trompe d'interlocuteur. Et il faut qu'il y ait eu bien de la faiblesse pour qu'il se sente capable d'une telle confidence. Ça veut dire que la France capitule devant l'Allemagne? La France baisse les yeux, la France se laisse maltraiter, la France n'élève pas la voix. Il y a 2 grandes puissances sur le vieux continent, les Allemands et les Français. Chacun, nous avons quelque chose à donner aux autres. Les Allemands ont quelque chose à nous apprendre, nous avons quelque chose à apprendre à l'Europe. Eh bien, il ne faut pas faire comme si les Français étaient toujours, comme même le dire la presse, à la traîne, à la ramasse, derrière. Nous sommes une grande puissance en Europe. Et donc, nous pouvons mettre nos propositions sur la table. La laïcité, le goût de la vie, s'occuper des gamins, faire en sorte que les femmes puissent autant que possible concilier une carrière professionnelle et la maternité et pas les
les traiter comme ils le font, accueillir les personnes âgées dans des conditions décentes et non pas les exporter chez les voisins parce que chez soi on ne veut pas payer. C'est ça l'Allemagne aujourd'hui. Alors bien sûr que tout n'est pas noir en Allemagne. Oui, alors vous dites, c'est un anti-modèle écologique, oui. La démographie est en panne, donc on fait venir des migrants parce qu'ils sont jeunes, et on se partage l'Ukraine avec la Russie. J'ai même lu ça dans votre livre. Je l'ai lu avec attention. Vous parlez de maltraitance sociale en Allemagne, vous dites le modèle allemand, mais j'en ris. Vous dites pas d'armée en Allemagne, mais comment pas d'armée? Les Allemands sont présents dans plusieurs pays, militairement. Oui. Mais peu importe qu'ils aient pas d'armée, c'est une bonne chose parce qu'ils savent pas toujours bien s'en servir. Mais ça, c'est pas mon problème. Le problème est le suivant. J'estime que je suis concerné par le sort des 13 millions d'Allemands pauvres qui sont pauvres dans une des premières puissances du monde. Je suis concerné par le fait que je n'accepte pas, on a le droit du contraire, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai le droit de donner mon avis. Je n'accepte pas que ce soit le gouvernement allemand qui dicte comment on doit gouverner la France. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas fait l'Europe pour ça. Nous n'avons pas fait un euro qui avait vocation à être le marque. Je ne suis pas d'accord. Je le dis et je mets en garde mes compatriotes. Je leur dis, si vous continuez à vous laisser, mon livre c'est à ça qui sert, si vous continuez à vous laisser impressionner, à être tous les 5 minutes à la remorque des autres, si vous ne vous désintoxiquez pas, vous finirez mal comme tout le reste de l'Europe. Les jeunes Français vont apprendre moins l'allemand, d'après la réforme du collège de Madame Belkacem, d'Ajat Belkacem. Alors, faut savoir. Non. Non, critiquer le prétendu modèle allemand, ce n'est pas être anti-allemand, Monsieur Bourdin. Les Allemands, moi j'ai appris à lire la philosophie. Vous n'êtes pas anti-allemand? Écoutez-moi, dans Kant, et Marx est allemand, et Engels est allemand. Bon, alors. Vous rappelez une phrase de Marx, une citation, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. Je mets en garde tout le monde. Attention, c'est en train de mal tourner sur tout le vieux continent. Et j'ai essayé de vous dire, la cause n'est pas liée à l'allemand, comme on dirait, comme d'autres diraient aux musulmans ou aux juifs ou je sais pas quoi. Toutes ces généralités n'ont pas de sens. Elle est liée à une politique qui est pratiquée en Allemagne, avec le consentement de beaucoup de gens. Et puis, nos amis allemands ont un défaut, qui est une qualité par ailleurs. Ils sont extrêmement disciplinés et un esprit de système. Mais tous les Allemands ne sont pas des Prussiens. Vous avez des Bavarois, vous avez des Sarrois qui sont très francophiles, les Sarrois. Est-ce que vous savez, Monsieur Bourdin, qu'en Sarre, ils ont décidé de rendre toute l'école bilingue, depuis la maternelle jusqu'à l'université, tout le monde parle et français et allemand. C'est pas beau ça? Bien sûr. Parler le français est une bonne chose. Alors dites-moi, les services de renseignement allemands qui ont espionné la France pour le compte de la NSA américaine, l'Autriche a déposé plainte. Est-ce que la France doit déposer plainte? Bon, alors écoutez, vous voyez, tous ceux qui nous écoutent ont bien compris que vous faisiez l'avocat du diable tout à l'heure. Mais voilà la démonstration de ce que je vous dis. Les Français ne disent rien. Le président de la République se fait espionner par Madame Merkel, il n'a rien à dire. C'est le seul pays. En Allemagne, il y a un débat terrible en ce moment sur de quel droit le gouvernement allemand a espionné le président de la République française. Ça, à la limite, il s'en fiche. Mais les entreprises communes, c'est-à-dire Airbus, c'est franco-allemand, sauf erreur, ils ont aussi espionné Airbus pour aller filer les renseignements aux Américains. Donc vous avez des Allemands qui disent mais ça c'est de la haute trahison. De donner des renseignements sur sa propre industrie aux concurrents. Est-ce que la France doit déposer plainte? Mais bien sûr qu'elle doit déposer plainte. Elle doit appeler l'ambassadeur d'Allemagne, il doit le convoquer, lui dire monsieur, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Qu'est-ce que vous nous faites là? Rentrez chez vous s'il vous plaît. Et on doit pendant 3-4 jours, on va pas faire la guerre, on va dire écoutez, nous les Français, on ne marche pas sur les pieds. C'est pas des méthodes acceptables. Et quand ils se foutent de nous, parce que ça arrive, vous savez ce que c'est, je raconte l'épisode des harengs. C'est d'où le titre. Alors les harengs très vite, vous dites, on appellerait ça un message sicilien, comme le parrain, parce que les harengs, ce sont des harengs Bismarck servis à François Hollande, sur un bateau. Et vous vous rappelez le nom du bateau? C'était il y a 1 an, servi par Angela Merkel. Le bateau s'appelait le Norwind. Et assez tragiquement, c'est le nom de la dernière offensive en Alsace-Lorraine des troupes allemandes. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, le message sicilien, c'est que l'autre, il prend le tonneau, évidemment, il n'y connaît rien. Il n'a pas lu le truc, personne ne surveille, bon. Et elle fait chanter un groupe de jeunes qui se mettent à chanter « Oh, ma belle Poméranie ». D'accord? C'est ça le message sicilien. C'est nous, on a une arête en travers de la gorge, les Bismarckiens, c'est la Poméranie. Je raconte en 2 secondes. La Poméranie, c'est un territoire disputé, on va dire, entre la Pologne et l'Allemagne. Et nous, les Français, quand ils se sont réunis, on leur a dit on veut bien signer la réunification, mais vous reconnaissez la frontière de l'Est. Alors ils l'ont toujours là. Et c'est ça qu'ils lui ont dit. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit, il écoute. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, vous me direz? On s'y prend avant et on dit, écoutez, non, je ne monte pas sur le Norwind. 2, vous ne me ferez pas de harangue. Et 3, vous ne chantez pas. Voilà. Et dernière chose, Laurent Fabius à Moscou samedi, pour le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme.
seulement, Laurent Fabius, vous regrettez que François Hollande n'y aille pas? Évidemment, Laurent Fabius est tout à fait à sa place là-bas. C'est une honte. Je vous le dis des yeux dans les yeux. C'est une honte. Quoi qu'on pense du régime ou des actuelles querelles entre les Russes et les Ukrainiens, le peuple russe, soviétique à l'époque, 20 millions de morts pour nous libérer du nazisme. Les Américains ont pris leur part, les Anglais ont pris leur part. Je me dépêche de réciter toutes les mantras. Mais 20 millions sont morts au combat contre les nazis. Les troupes de l'armée rouge ont libéré 13 pays sur 27 d'Europe. Là aussi, on peut penser ce qu'on veut des rouges. Mais il y a un devoir de mémoire. Le président François Mitterrand disait que ce devoir s'imposait à nous, quelles que soient les circonstances. C'est la célébration de ce sacrifice-là. Ça n'est pas normal que la France, qui a accueilli M. Poutine pour l'anniversaire du débarquement en Normandie, ne soit pas représentée par son premier représentant à la célébration de la capitulation sans condition du régime abominable qui triait les gosses et qui massacrait les gens. Au nom de la race. Merci. Jean-Luc Mélenchon, je rappelle le titre de votre livre, Le hareng de Bismarck. Bon, le dites que ça poison se laisse allemand, libre, c'est ça qui compte. Ça se laisse lire ou pas? Mais oui, mais bon. évidemment, on partage ou pas, mais ça se laisse lire. Bah, c'est fait pour ça. Merci. C'est fait pour penser. 8 I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics. All I want is the truth. Just give me some truth. Ύστερα από 5 χρόνια μνημονίων, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 115% στο 180% του ΑΕΠ. Μάθε την αλήθεια για το δημόσιο χρέος. Député de Syriza. Quand la crise a éclaté, la Grèce avait besoin d'argent, il fallait aussi signer un mémorandum. Alors, en échange, l'Allemagne, le gouvernement américain, mais aussi la France, ont demandé que la Grèce achète davantage des armements, tandis que la Grèce n'avait pas un sou pour acheter un petit pistolet. Quelques mois après l'arrivée de la Troïka en mai 2010, la Grèce annonce l'achat de 2 sous-marins allemands pour un montant de 175 millions d'euros. Des dépenses dont la dette grecque se serait bien passée. Ces intérêts étrangers, la Troïka les a favorisés lorsqu'elle a imposé au pays un vaste programme de privatisation auquel cet ancien ministre du gouvernement conservateur a cru un temps. La Troïka, la seule chose qu'il demandait, vous avez besoin d'argent pour rembourser les dettes. Alors, nous croyons que la privatisation, ça sera vraiment une bonne chose. La Grèce a mis en vente son patrimoine, des biens immobiliers, des sociétés, ou encore une partie du port du Pirée. Ces opérations devaient rapporter 50 milliards d'euros à l'État grec. Il n'a empoché pour l'instant que 5 milliards, 10 fois moins que prévu. C'est un échec, c'est un échec. Les prix accordés sont vraiment très bas. Et d'autre part, parce que certaines privatisations, on l'a fait avec une précipitation, elle n'était pas bien préparée. La Grèce, sur les conseils de la Troïka, a notamment mis en vente 14 aéroports régionaux qui desservent les plus belles îles du pays, comme Corfou, Mykonos ou encore Santorin. Une vente au rabais qui aurait favorisé un oligarque grec associé à la société allemande Fraport. Celle-ci gère entre autres l'aéroport de Francfort. Pour le nouveau gouvernement, derrière Fraport, il y a l'État allemand qui possède plus de 50% de cette société. Céder les aéroports à Fraport, c'est comme retirer l'autorité grecque sur ces aéroports et les mettre sous la tutelle de l'Allemagne. Derrière la stratégie de cette entreprise, il y a aussi celle de l'État allemand. La société Fraport achèterait tout ça pour 1,2 milliard d'euros? Ce n'est rien. Quel serait l'avenir de la Grèce si elle ne possédait plus ni ses ports, ni ses aéroports? La privatisation des aéroports, comme tout le programme de privatisation, a été suspendue. Depuis janvier, la nouvelle majorité au pouvoir considère que ces ventes imposées par la Troïka s'apparentent à une grande braderie. Un sujet de dispute entre la Grèce et l'Allemagne, mais ce n'est pas le seul.
un autre contentieux oppose Athènes et Berlin depuis des années. Berlin, qui aurait largement contribué à paupériser la Grèce à travers un de ses fleurons industriels, la société Siemens, spécialisée dans les hautes technologies. Le journaliste d'investigation Kostas Vaxevanis suit de très près cette affaire. L'Allemagne a non seulement entraîné la Grèce sur la voie de la corruption depuis des années, mais elle a aussi créé un système de blanchiment et d'évasion fiscale. Siemens a versé des pots de vin pour 100 millions d'euros à des hommes politiques, des fonctionnaires et des employés en échange d'un gros contrat signé en 1997 pour moderniser le réseau téléphonique grec. À la tête de ce vaste système de corruption, un homme, Michalis Christoforakos, l'ancien patron de Siemens en Grèce, l'homme avec la cravate rouge assis non loin d'Angela Merkel. Pour éviter d'être jugé, il a fui en Allemagne. Berlin refuse de l'extrader. Le responsable de Siemens en Grèce, M. Michalis Christoforakos, a confié à un juge de Hambourg la liste des hommes politiques et des fonctionnaires grecs que Siemens a payés. C'est de notoriété publique. Depuis, la Grèce demande à Mme Merkel de donner la liste de ces noms. L'Allemagne, qui se dit rigoureuse, nous accuse d'être corrompus, mais refuse pourtant de nous livrer cette liste. Pour échapper au procès, la société Siemens a signé un chèque de 330 millions d'euros à la Grèce. Un arrangement critiqué par la justice grecque et par le pouvoir actuel. Selon eux, l'affaire Siemens a coûté 2 milliards d'euros au pays, une somme que les Grecs menacent de ne pas rembourser. Entre corrupteurs et corrompus, Allemands et Grecs ont encore beaucoup d'affaires à régler. Απαντάμε στα λόγια μας. Με την αποκάλυψη της αλήθειας. Πριν περίπου 3,5 χρόνια, απέναντί μας, στην ιστορική πλατεία Συντάγματος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος διεκδικούσαν με σθένος και αποφασιστικότητα την έξοδο της πατρίδας μας από το καθεστώς των μνημονίων. Πλευρά αυτών των αγώνων ήταν και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που έθεσε το αίτημα να ανοίξουν τα βιβλία του δημόσιου χρέους. Κυρίες και κύριοι, συστήνεται Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά με τη δημιουργία και τη διόγκωση του δημοσίου χρέους, το λογιστικό έλεγχο του χρέους, που θα την ονομάζουμε Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Bonjour, alors Grégoire, Marie, Clément et Clément, vous êtes venus entre amis manifester aujourd'hui. Pourquoi en fait? Notre objectif, c'est de bien montrer que tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet de loi, que c'est une prise de décision par des députés qui ne représentent donc pas forcément le peuple de manière conséquente et qu'on ne peut pas approuver ce genre d'intrusion dans la vie privée de la part d'un État qui se dit démocratique, voilà, tout simplement. C'est une loi qui a été faite vraiment dans la rapidité. Et du coup, enfin, je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais je suis très pessimiste sur le fait que ça va empêcher le terrorisme de continuer, alors qu'on aura des informations sur absolument tous les citoyens qui, eux, ne sont pas terroristes. Donc je pense qu'il y a un hiatus là, à ce niveau-là, ça ne peut pas fonctionner. Lorsqu'on regarde bien le projet de loi, il y a 7 motifs qui permettent de mettre quelqu'un sur écoute ou de le surveiller de manière rapprochée. Voilà, sur les 7 motifs, un seul, c'est le terrorisme. C'est pas assez, voilà, pour faire une loi comme ça. Et quand on regarde, il y a l'équivalent, c'est le Patriot Act aux États-Unis. Et il a été prouvé que cette loi, il y avait moins de 5% de cette loi qui permettait en fait de lutter contre le terrorisme. Et tout le reste, c'était des informations fichées pour la NSA, voire des informations revendues à des entreprises à des fins commerciales, quoi. Donc, c'est pas envisageable d'accepter ça, voilà, dans une république, une démocratie. Ce qui pour nous est absolument choquant, c'est que finalement, si la surveillance peut être légitime dans un cadre exceptionnel, ici, déjà, ça va se faire sans le contrôle d'un juge, qui est le garant de nos libertés individuelles. Deuxièmement, le projet est très large, très vague. On nous parle de terrorisme, ça va bien au-delà. Et
que ce soit par les motifs, les techniques utilisées, eh bien, on est dans ce que nous appelons de la surveillance de masse, qui est totalement illégale au regard du droit international, quel que soit le contexte. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 566, suffrages exprimés 524, majorité absolue 263, pour 438, contre 86. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue. Deutschland is happy and gay. We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Rhineland's a fine land once more. Plus il fera un nouveau conflit, plus de ce combat, la France renaîtra. À ceux enfin qui sont parfois saisis par le doute ou par la crainte, je rappellerai ces mots de Bernanos. L'espérance est un risque à courir. Vive la République, vive le peuple et vive la France! Du régime abominable qui triait les gosses et qui massacrait les gens, au nom de la race.